Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors David et moi, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et sans plus attendre, je commence avec le premier livre de ma belle batch de cette semaine. C'est le livre des démons, que voici, une super belle couverture. Donc, le livre des démons, c'est un shonen de type enquête, suspense, dans une ambiance sombre, une thématique inspirée par les yokai, donc ces créatures fantastiques qui sont issues de la mythologie japonaise. Alors, on y suit Shotaro, qui est un libraire plutôt taciturne, qui est passionné de livres anciens et qui est en constante recherche de certains livres bien particuliers, les livres des démons. Ces livres sont réputés transformer tout humain qui les lirait du début à la fin en de puissants et maléfiques démons. Donc Shotaro cherche à les rassembler pour les soustraire au monde et éviter ainsi qu'ils n'accomplissent leur funeste dessein. Shotaro est accompagné de son assistant, le jeune Shiro, et on va les suivre dans leurs aventures et dans les enquêtes qu'ils vont mener. Donc en fait, lorsqu'il trouve un livre du démon qui a déjà fait son œuvre, Shotaro va se faire un devoir de se débarrasser du monstre. Et c'est là qu'on va se rendre compte que nos deux personnages principaux sont pas tout à fait des humains normaux. Pas même petit Shiro, qui paraissait tout mignon, tout innocent, mais j'en dis pas plus. Comme la plupart des shonen de type enquête, c'est assez épisodique comme histoire. Donc c'est en fait des petites histoires avec des démons qui se suivent. Et bien sûr, on en apprend un peu plus à chaque fois sur nos personnages principaux. Donc on les voit évoluer, on évolue avec eux. Le gros point fort de ce manga, le livre des démons, c'est l'ambiance qui est sombre, un peu gothique, qui est très bien réussie. Le mélange entre enquête et action. Pour vous donner une comparaison, c'est un manga qui ressemble un peu à Gothic ou à Dust Maiden of Amnesia. Fait que c'était le livre des démons et le tome 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. On continue avec Mon colloque d'enfer, un shoujo comédique sur la colocation et c'est danger si on veut. Notre héroïne, Miko, va habiter dans une nouvelle maison qui est une colocation dont son oncle est propriétaire. Ces 5 colocs, les 5 personnes qui vivent déjà dans la maison sont tous plus âgés qu'elle. Il y a un étudiant à l'université puis 4 jeunes professionnels. L'ambiance est vraiment relaxe, vraiment détendue. L'entente est super bonne, chacun prend soin des autres à sa manière. Bref, c'est la colocation rêvée. Au milieu de tout ça, dès son arrivée, Miko va faire la rencontre de Jun, qui est un jeune graphiste travailleur autonome, donc qui est plus souvent à la maison puisqu'il y travaille, et Jun va littéralement lui retourner le cœur. Mais comment laisser libre cours à ses sentiments quand on sent comme la Benjamine, la moins expérimentée du groupe? Miko n'ose vraiment pas croire que le beau, l'adulte, le caractériel, le charmant Jun pourrait un jour s'intéresser à elle. Un shoujo donc assez classique, mais avec une héroïne qui est très affirmée puis qui est très intéressante. Et surtout un shoujo dont les situations, mettons, compromettantes, nous font chavirer le cœur. Bon, faut dire que Jun est plutôt beau gosse, puis en plus il se balade toujours en chess à la maison. C'est très bien dessiné, le scénario est assez classique mais bien ficelé, vraiment comme on aime pour se faire une petite lecture relax mais complètement addictive. Donc c'était Mon colloque d'enfer. On continue sur du shoujo avec Switch Love, mais avec un scénario un petit peu plus original, puisque l'histoire de Switch Love démarre comme un récit de sci-fi. On est ici dans un monde où le nombre de représentants de chaque sexe s'autorégule automatiquement en fonction des besoins de la population. Comme les poissons clowns apparemment, on nous dit dans le manga, c'est quelque chose que je savais pas. J'ai appris un truc sur les poissons clowns avec Switch Love. Ce qui fait que du jour au lendemain, une personne peut littéralement changer de sexe. Juste comme ça, sans prévenir. Ça va être le cas de Mamiya, qui est devenue femme du jour au lendemain, sous les yeux de son ami d'enfance, Miyoshi. Le problème, c'est que ce meilleur ami, Miyoshi, est extrêmement intimidé par les filles. Il a toujours été. Il en est intimidé presque au point qu'elles lui font peur, finalement. Et comme les deux amis sont habitués à se lancer des défis pour un peu tout et n'importe quoi, Mamiya va lancer un ultime défi à Miyoshi. Et son défi, c'est « touche-moi, ose me toucher ». Bon, c'est là que ça dérape. Le scénario se veut plus ou moins sexy, mais sans jamais aller trop loin. Il y a pas mal de genres de rebondissements dans le genre science-fiction. Ça rend la lecture vraiment dynamique, vraiment le fun. Cependant, l'accent principal va être mis sur la relation entre Mamiya et Miyoshi. Mais je veux pas en révéler trop non plus. Le gros de l'histoire traite surtout d'une relation qui sort de la norme, qui choque l'entourage, qui n'est pas facile à assumer tous les jours. Bref, on brise les codes, on brise les barrières. Dans ce manga, l'auteur Akane Ogura nous pose la question des genres. On sait que la société japonaise est une société qui est extrêmement normée au niveau des genres, justement. Autant au niveau du rôle dans le couple que des situations professionnelles, et même dans le langage, puisque, je ne sais pas si vous saviez, mais les femmes utilisent un langage qui est légèrement différent de celui des hommes, avec des codes différents. Et donc dans ce manga, l'auteur veut nous amener à nous poser la question, mais pourquoi ces codes de genre?
Pourquoi sont-ils aussi rigides? Qu'est-ce qui justifie ces barrières? Le propos est donc très intéressant, la réalisation est convenable, le dessin est correct, bien qu'un peu sommaire. Je dirais que c'est un titre original, puis que c'était quand même une belle lecture. Donc c'était Switch Love, le tome 1 et le tome 2 également, pour celui-ci sont sortis en même temps. Je continue avec un titre bien différent, c'est Blizzard Accel. Nakaba Suzuki n'en est pas à son premier manga. Comment ce nom vous dit quelque chose? C'est certainement pas pour rien puisque ce n'est autre que l'auteur de Seven Deadly Sins. Donc un auteur aguerri, très pointilleux, un petit génie du manga il faut le dire, qui en plus a la particularité de travailler complètement seul. Il n'a aucun assistant, il s'occupe de A à Z lui-même de ses dessins et de son scénario. Impressionnant, surtout vu la vitesse à laquelle il publie. Blizzard Accel est l'une de ses anciennes œuvres, sortie en 2005 mais plutôt méconnue du grand public, puisque Seven Deadly Sins et la consécration de son auteur ne sont arrivés qu'en 2012. Blizzard Accel est un shonen sportif sur le monde du patinage artistique, avec un héros bad boy, bagarreur, racaille, qui n'a qu'un seul objectif dans la vie, être sous les feux de la rampe, sur le devant de la scène. Bref, être vu, remarqué et admiré de tous. Il souffre depuis qu'il est tout petit de l'attitude de ses parents envers lui. Il a toujours eu l'impression qu'ils faisaient pas vraiment attention à lui, qu'ils les indifféraient, même quand il ramenait des bonnes notes de l'école. Et en grandissant, il a fini par chercher d'autres moyens de se faire remarquer. Notamment la bagarre, où il est plutôt bon, ce qui lui a bâti évidemment une solide réputation de mauvais garçon. Alors le jour où il découvre le patinage artistique, il a aucune idée de ce que c'est, il arrive même pas à prononcer le nom du sport correctement. Mais c'est la révélation. Il a indéniablement un talent inné pour ce sport, et dès son premier essai, tout le public est franchement impressionné. Notre héros Fubuki vient donc de trouver sa voie. Le manga est vraiment bien réalisé, il est très accessible à un public plus jeunesse. Les valeurs qu'on y retrouve sont axées sur le courage, la volonté, le dépassement de soi. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la technique graphique de l'auteur, qui arrive à donner du mouvement à ses dessins, à tel point qu'on voit tous les détails des sauts, des figures. C'est vraiment impressionnant. Comme ici, par exemple, ou encore ici, ou même ici. Et ça, c'est quand même pas pire comme prouesse. Donc c'était Blizzard Accel de l'auteur de Seven Deadly Sins. Une touche plus locale et un peu plus intellectuelle pour continuer, c'est Pyongyang et Shenzhen, deux romans graphiques one-shot du grand Guy Delisle. Deux œuvres qui ont été écrites il y a quelques années déjà, mais qui sortent maintenant aux éditions Powo, une maison que j'adore pour le style de leur ligne éditoriale. Alors bien sûr, Guy Delisle est un auteur québécois et ses romans graphiques ne s'apparentent pas vraiment au manga, mais on a trouvé ça intéressant de vous les présenter pour avoir un petit peu son point de vue sur la culture asiatique. Pyongyang et Shenzhen sont donc deux one-shots qui racontent le séjour professionnel de l'auteur en Corée du Nord et en Chine. On y découvre ces deux pays vraiment vus de l'intérieur. Ce qui est extraordinaire avec Guy Delisle, c'est sa capacité à nous transporter véritablement dans son univers à travers des événements du quotidien. Alors Shenzhen est plutôt axé sur les différences culturelles puis le choc culturel qu'il a ressenti en arrivant là-bas, mais Pyongyang nous immerge plutôt dans l'aspect politique du décalage culturel, évidemment puisqu'il s'agit de la Corée du Nord. Un détail que j'ai beaucoup aimé avec beaucoup d'humour, l'auteur arrive à faire passer son exemplaire de 1984 de George Orwell, à le faire rentrer au pays sous le nez des douanes. J'ai trouvé ça hilarant. Le dessin explicite est extrêmement immersif. Les anecdotes contées sont tour à tour hilarantes, choquantes, déprimantes, instructives. Bref, deux petits bijoux qu'on a ici, donc Pyongyang et Shenzhen, évidemment réservés à un public adulte. Je continue avec La Lanterne de Nyx, un très joli manga de chez Glénat. L'histoire se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc au tout début de l'ère Meiji. Petit retour historique, l'ère Meiji est considérée comme l'ère de la modernisation au Japon. L'ère Meiji suit l'ère Edo, alors celle évidemment qu'on connaît tous, et qui fonctionnait sous un système féodal. C'est avec l'ère Meiji que se termine la politique d'isolement volontaire du Japon pour faire place à une industrialisation à l'occidental. La Lanterne de Nyx est un peu le point de vue de cette société en plein changement, mais d'un point de vue très micro. Ce que je veux dire, c'est que le contexte social est surtout vu à travers la vie d'une petite boutique de produits d'importation européenne, notamment française. Notre héroïne est Miyo, elle possède un certain don de voyance qui lui permet, en touchant un objet, d'être capable de se représenter ses propriétaires passés et futurs. En trouvant un emploi à la boutique, elle va complètement s'ouvrir les yeux à un monde différent, à d'autres façons de faire. Et ça va la fasciner et ça va l'emmener assez loin, je dirais. L'auteur de La Lanterne de Nyx, Kan Takarama, se penche toujours sur des périodes similaires dans ses œuvres, puisque c'est l'auteur notamment de Tokyo, Amour et Liberté et Le Dernier envol du papillon,
que vous connaissez peut-être déjà. Cette nouvelle œuvre est un petit peu plus innocente que les deux autres, mais l'auteur n'a vraiment pas son pareil pour nous fasciner et nous immerger dans son univers. Donc c'était La Lanterne d'Onyx. Encore une fois, les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps, j'ai l'impression de faire que ça, vous présenter des mangas par deux. Et on termine avec From End, le prix de la liberté. Alors, je m'aperçois que j'ai gardé celui-là pour la fin, mais c'était peut-être pas une si bonne idée que ça finalement. From End est un shoujo psychologique sur les thèmes de l'inceste, du viol et du chantage. Donc, pour public averti uniquement et âme sensible, s'abstenir. Rui Shinomiya est une jeune professeure avec un lourd passé, puisque victime d'inceste de la part de son beau-père durant sa jeunesse, elle essaye tant bien que mal de passer à autre chose depuis la mort de ce dernier. L'un de ses élèves, Ayase, elle remarque qu'il lui semble différent des autres. Il est très distant, il est sombre, il est reclus. Elle va l'approcher avec le désir de l'aider, et elle va vite s'apercevoir qu'il est en train de vivre quelque chose de pire que ce qu'elle-même a vécu. L'amitié va petit à petit se tisser entre les deux, et ensemble, ils vont essayer de sortir de cet enfer qui est un jeu sadique de manipulation. Pour retrouver leur liberté, ils vont donc faire le projet d'assassiner leur bourreau. Mais ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc beaucoup de rebondissements, le côté suspense, puzzle psychologique, presque thriller est vraiment intéressant. Le scénario est bien ficelé et le cliffhanger de la fin du tome 1 nous laisse vraiment dans l'attente de lire la suite. Par contre, accroche ta tuque, c'est du lourd. Quand je disais tout à l'heure âme sensible, s'abstenir, je rigolais pas. La violence autant physique que psychologique est partout, à son comble. Maintenant, je trouve ça quand même bien de pouvoir parler librement, sans interdit de ce genre de sujet. C'est une situation qui est bien réelle pour certaines personnes, et je trouve ça intéressant d'utiliser le vecteur du manga pour nous en faire prendre conscience. Alors l'enfer ne durera pas trop longtemps, puisque c'est une série qui va se terminer en 3 tomes seulement. Ouf. Et si je devais faire un parallèle avec d'autres mangas, je comparerais aisément la série à des chefs-d'œuvre tels que Lesson of the Evil ou Syndrome 1866. Donc c'était From End, le prix de la liberté. Et c'est donc avec ce titre peu glamour mais très intéressant que je termine ma présentation de cette semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture.